Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Luc Maillard, ergonome en collectivité, pour traiter du reclassement professionnel des agents territoriaux et de la prévention de l'usure professionnelle pour ces mêmes agents. Monsieur Maillard a notamment contribué également chez VK au service documentaire santé et sécurité au travail en collectivité territoriale. Luc, bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos participants. Donc au cours de la conférence, vous pouvez poser vos questions via la fenêtre questions dans l'interface GoToWebinar qui doit se situer sur la droite de votre écran. On y répondra à la suite de la présentation lors d'une séance de questions-réponses et éventuellement aussi au cours de la présentation lorsqu'on fera des petites pauses. Si vous aviez des questions d'aventure à l'issue de la webconférence qui vous venez dans les jours à suivre, vous pouvez bien sûr les poser sur le forum de VK www.vk.fr/forum/, je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez également qu'au cours de cette webconférence, vous serez invité à participer puisque nous aurons 2 sondages qui ponctueront la présentation de Monsieur Maillard. Et enfin, sachez que cette webconférence est enregistrée, qu'elle sera donc que l'enregistrement sera mis en ligne et qu'on vous enverra bien sûr le lien ainsi qu'à tous les inscrits dans les jours à venir. Voilà, j'en ai fini. Luc, je vous laisse la parole. Très bien. Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence sur le maintien de l'emploi et l'usure professionnelle. Et à ce titre, tout ce qui touche au reclassement professionnel pour raisons de santé, problématique d'actualité dans les collectivités actuellement, qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui est dans les têtes de beaucoup de monde, surtout au niveau des directions des ressources humaines et des secteurs de santé-sécurité, toutes collectivités confondues. Pour traiter cette problématique, bien évidemment, on est sur un format assez court, même si par la suite on aura l'occasion d'échanger entre vos questions et mes réponses. On va aborder 4 parties juste pour introduire le sujet. Voilà, le reclassement professionnel est en train d'exploser. On peut même dire qu'il explose déjà depuis quelques temps, depuis quelques années. Ça fait 2-3 ans que les collectivités se retrouvent confrontées à cette problématique de maintenir dans l'emploi des agents qui sont victimes de grosses restrictions médicales, dû à une pénibilité, à une usure professionnelle, ce qui n'arrange pas, puisque pour vous présenter quelques chiffres, ce qui n'arrange pas la problématique des collectivités, en effet, c'est que à ce jour, le nombre d'agents qui se trouvent dans la tranche d'âge 55-65 ans, et qui bien souvent, ce sont ces agents qui sont les plus touchés par le besoin de reclassement professionnel, mais c'est une catégorie de personnel, un effectif qui va doubler d'ici une dizaine d'années, 5 à 10 ans. Donc, ces chiffres, pas pour dépeindre un tableau encore plus noir qu'il ne pourrait l'être, mais pour vraiment alerter et faire prendre conscience aux collectivités qu'il est temps d'entreprendre des choses à quelque niveau que ce soit, puisque bien évidemment on verra au cours de cette conférence que selon les collectivités, les moyens ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, l'implication et la prise de conscience de cette problématique n'est pas la même, et ce sont autant de variables, de facteurs qui feront que une collectivité réussira ou non à entre guillemets à mieux maîtriser l'hémorragie, que si on doit comparer ça à une hémorragie, l'hémorragie peut être le reclassement professionnel. Donc comme je vous le disais, de 2010 à 2020 voire 2025, la tranche d'âge 55-65 ans va doubler. En 2011, il y avait plus de 13 000 disponibilités d'office pour raison de santé ou liées à une impossibilité de reclasser qui étaient prononcées par les comités médicaux départementaux, sachant que par rapport aux chiffres que je vous annonçais juste avant, on est à 13 000 disponibilités en 2011. Imaginez en 2020 ou 2025, l'augmentation sera proportionnelle justement à cette tranche d'âge qui ne fait qu'augmenter. En parallèle de ça, vient s'y ajouter en plus, ça c'est la pyramide démographique, c'est comme ça, c'est que nous avons un vieillissement du personnel territorial dans nos collectivités, qui en plus se combine, si je puis dire, à un allongement des carrières depuis la réforme des retraites.
des chiffres qui s'envolent. Vous vous en doutez bien, il n'y a pas de solution miracle, il n'existe pas une solution donnée ou une solution isolée pour réussir à mieux maîtriser les conséquences du reclassement professionnel. Il faut vraiment s'impliquer en tant que collectivité dans ce qu'on va appeler une approche multisolution qui va se jouer, qui va s'acter à différents moments dans la politique de santé d'une collectivité. On va parler d'une approche multisolution ou une combinaison de solutions. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter des exemples d'actions qui ont pu être mises en œuvre dans des collectivités. Bien évidemment, certaines, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous avez mis en place ces démarches ou peut-être que pour vous, elles seront impossibles à mettre en œuvre. Voilà, on reste au stade de vous proposer des choses qui ont pu être mises en œuvre dans des collectivités pour que vous puissiez vous en enrichir, vous en inspirer, voire même nous faire vos retours sur les difficultés que vous avez pu rencontrer sur ces mises en œuvre. Et comme je vous le disais, certaines de ces solutions, bien évidemment, ne seront pas applicables dans toutes les collectivités en raison de la taille de la collectivité, des moyens, de la culture et bien évidemment de l'engagement de la collectivité par rapport à cette problématique du reclassement professionnel pour raison de santé. Donc, 4 parties pour aborder ce thème aujourd'hui au travers de la webconférence. Une première partie qu'on va balayer assez rapidement, c'est pour remettre le contexte dans l'esprit de tout le monde. En revanche, je pense que la plupart des personnes sont bien au courant du contexte. Donc, dans cette partie, je reviendrai dessus, hein, on va aborder très rapidement les notions réglementaires, les enjeux et les limites aujourd'hui que nous rencontrons tous dans nos collectivités pour répondre aux problématiques de reclassement professionnel. Et ensuite, nous enchaînerons avec 3 parties qui seront peut-être plus intéressantes pour vous. Une partie sur de la présentation d'actions mises en œuvre pour ralentir l'usure professionnelle, des actions mises en œuvre dans une troisième partie pour pallier la difficulté de reclasser, et une 4e partie sur des nouvelles pistes de réflexion qui viennent compléter les moyens mis en œuvre pour ralentir l'usure professionnelle ou pour pallier la difficulté à reclasser. Donc, cette première partie sur le contexte, donc contexte réglementaire, enjeux limites. Très rapidement, de toute façon, comme vous le disait Monsieur Bruno de Cotigny, cette session est enregistrée, donc vous aurez à votre disposition le support, vous pourrez le reprendre ultérieurement. On vous a fait figurer l'ensemble du cadre réglementaire qui régit le reclassement professionnel, donc on ne rentre pas dans le détail. Mais en l'occurrence, il y a 6 grands points, en l'occurrence la loi du 26 janvier 84, le décret du 30 septembre 85, le décret du 30 juillet 87, pour beaucoup d'entre vous aussi, le décret de juin 85 qui a été modifié très récemment, l'arrêté du 4 août 2004 et aussi la loi du 11 février 2005. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, pour les personnes qui recherchent des informations sur la dimension réglementaire du reclassement professionnel, au travers de l'ensemble de ces textes de loi, décrets, etc., vous trouverez tout ce qu'il existe aujourd'hui sur cette thématique. Les enjeux liés au reclassement professionnel, ils sont de toute façon similaires aux enjeux liés à la santé et à la sécurité au travail. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais en effet, on a des enjeux de 3 ordres, des enjeux humains, des enjeux financiers et des enjeux organisationnels. Derrière les enjeux humains, on a des notions de santé, des notions de dimension sociale et personnelle. La réussite d'un reclassement professionnel, pour ne pas dire d'un maintien dans l'emploi, ça veut dire quoi? C'est potentiellement une guérison, c'est une santé mentale ou un moral restauré. Ça veut dire aussi que l'on s'est, impliqué dans une adaptation du travail à l'homme et non pas l'inverse. C'est réussir à inculquer ou réinculquer à nos agents de la motivation, les remotiver. Ça signifie aussi une reprise du travail et donc un arrêt d'une période de non-travail ou d'un arrêt maladie. Ça se stoppe pour une reprise au travail. C'est aussi un reclassement professionnel, une opportunité pour une évolution des compétences et de la carrière.
Au niveau des enjeux financiers, c'est aussi le rétablissement des revenus de l'agent. Exemple, un agent qui aurait entre guillemets, utiliser ses droits à congé en termes de CLM, en termes de CLD. Ensuite, cet agent va tomber en disponibilité d'office et en subira, en plus de la dimension santé, subira toutes les conséquences financières de ce type de droit à congé. Donc, un reclassement professionnel réussi, qui signifie un retour à l'activité, un retour à l'emploi, signifie aussi un rétablissement des revenus de l'agent. Bien évidemment, peut-être de plus loin ou indirectement, mais c'est une baisse des coûts liés à l'absentéisme pour raison de santé. Et puis, en tant qu'employeur, ce n'est pas négligeable, un reclassement professionnel, les situations de reclassement professionnel rentrent dans ce qu'on appelle les unités bénéficiaires et le taux d'emploi obligatoire d'unités bénéficiaires. Donc, ce qui veut dire que un reclassement professionnel réussi diminuera la contribution qu'un employeur doit verser au FIPH-FP. Dernier enjeu, leur enjeu organisationnel, se lancer dans des démarches de reclassement professionnel, ça signifie réfléchir à une réorganisation, à une optimisation de ces services, de leur fonctionnement en faveur de la santé au travail. Ça signifie aussi une amélioration des conditions de travail et aussi une implication dans ce qu'on appelle le management de la santé et de la sécurité au quotidien. Un peu redondant avec ce que je vous ai dit avant, ça signifie aussi d'un point de vue organisationnel une diminution de l'absentéisme pour raison de santé et aussi un respect des obligations de l'employeur. Les limites, pour terminer sur cette partie contexte du reclassement professionnel, c'est que la procédure de reclassement classique que nous connaissons tous et que nous essayons de respecter tant bien que mal, malheureusement, elle s'applique, ou en tout cas, elle existe pour des situations d'agents qui sont déjà usés, abîmés, cassés. En plus de cela, vient s'ajouter d'autres problématiques, puisque ces agents qui sont usés, abîmés, cassés, bien souvent, ce sont des agents qui ont une dégradation de leur santé avancée. Parfois, on a des agents qui sont polytraumatisés, où l'état de santé, la santé est réellement très, très fragilisée, ce qui rend encore plus difficile la possibilité de reclassement, qui, deuxième problématique, à ce jour, est souvent traité en priorité comme recherche d'un poste qui répond aux restrictions médicales. C'est aujourd'hui les collectivités, on travaille sous pression. L'objectif premier par rapport à une demande de reclassement professionnel est de trouver un poste qui réponde aux restrictions médicales. Et on oublie souvent derrière que bien évidemment, il faut que ce poste réponde aux restrictions médicales qui ont été émises par la médecine et les experts médicaux, toutes les restrictions médicales de l'agent, mais il y a aussi un intérêt et un enjeu à ce que ce poste soit pérenne, qu'il réponde aussi à des capacités, des compétences chez l'agent, qu'il s'intègre avec cohérence dans les perspectives professionnelles de l'agent. Or, si l'on s'attache seulement à trouver un poste qui réponde aux restrictions médicales sans réfléchir à sa pérennité et donc à sa cohérence à long terme, bien souvent, on se retrouve confronté à des échecs de reclassement professionnel. D'autant plus, et c'est le dernier point, la dernière problématique qui vient s'ajouter aux limites du contexte réglementaire du reclassement professionnel, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les reclassements professionnels, bien souvent, concernent des personnes qui sont âgées de plus de 50 ans et qui ont exercé depuis 10, 20, voire parfois 30 ans le même métier. Et du coup, on va parler de, entre guillemets, ce qu'on appelle une employabilité limitée. C'est-à-dire que en fonction de l'âge de l'agent qui est déjà avancé et de son expérience longue, certes, mais sur un unique métier, on s'aperçoit que ces agents rencontrent énormément de difficultés, même s'ils sont accompagnés, s'ils sont formés, ils rencontrent énormément de difficultés à intégrer un nouveau poste qui sera complètement différent dans ses modes opératoires et ses pratiques au quotidien par rapport à leur poste initial. Donc ça renforce la complexité qui découle du reclassement professionnel et de sa réussite. Juste pour précision et pour conclure sur cette partie,
il faut savoir à ce jour que la filière technique dans la fonction publique territoriale, ça représente quasi un agent sur deux, et que près de 50% des agents qui sont reconnus inaptes sont issus de la filière technique. Donc c'est pour faire écho avec les éléments que je vous donnais juste avant, employabilité limitée, c'est exemple, on a des agents qui ont travaillé pendant 20 ans ou 30 ans dans les services des espaces verts, ou dans des cuisines centrales, ou dans des écoles pour effectuer des métiers de l'entretien, et qui, au bout de 20 ans ou 30 ans, même si vous leur trouvez un poste qui répond à des restrictions médicales qui vont être du type limiter les gestes répétitifs ou la sollicitation des membres supérieurs, limiter les manutentions ou supprimer les manutentions, etc. Donc bien évidemment, souvent, on se tourne vers des postes d'avantage, donc des postes de reclassement d'avantage sédentaires. Ce qu'on peut observer, c'est que ces agents, après une longue partie de carrière sur des postes techniques, rencontrent d'énormes difficultés à se réadapter à ce type de poste plus sédentaire, plus administratif, qui demande d'utiliser des outils complètement différents de ce qu'ils ont pu rencontrer jusqu'à présent. Je termine sur cette première partie. Bruno, c'est apparemment le moment de faire un premier Ouais. sondage auprès des participants. Alors, donc premier sondage, avez-vous déjà mis en place des mesures de prévention de l'usure professionnelle? Donc je vous laisse quelques minutes pour voter. Pendant ce temps-là, Luc, une première réaction de Laetitia. Donc il nous dit plutôt une remarque qu'une question. Dans ma collectivité, un de nos agents, notamment une aide à domicile, a été classé inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions. Le reclassement s'avère difficile compte tenu de ses compétences. Nous n'avons actuellement pas de poste à lui proposer. Néanmoins, nous mettons en œuvre des solutions alternatives. Nous l'avons fait reconnaître travailleur handicapé, ce qui va permettre, avec l'aide du FIPHFP, de pouvoir l'accompagner dans des démarches de formation et un bilan de compétences. Mais il est vrai que nous allons rencontrer de plus en plus cette problématique de reclassement, et en particulier chez les agents des services techniques, où la manutention manuelle reste encore fortement présente. Nous avons également davantage de demandes de reconnaissance de pathologies en maladies professionnelles, et cela devient très difficile de trouver des postes qui répondent aux restrictions médicales. Ça rejoint, je pense, ce que vous disiez dans votre Ah, première partie. tout à fait. Alors, juste pour rebondir sur la remarque de Laetitia, je pense que parmi tous les participants qui sont en train de suivre la webconférence, nous sommes nombreux à se reconnaître dans cette situation évoquée, parce que de toute façon, aujourd'hui, le reclassement professionnel, enfin, il ne faut pas se voiler la face, hein, ça concerne en majeure partie des agents issus de métiers techniques, on y reviendra ensuite, hein, de métiers techniques, et qui dit technique, bien souvent, c'est pas le cas dans 100% des cas, hein, mais c'est dans la majeure partie des cas, ces métiers techniques sont des métiers avec un niveau non négligeable de pénibilité. Or, comme je le disais précédemment, un agent sur deux aujourd'hui, à peu près dans la fonction publique, est issu de la filière technique. Donc logiquement, les métiers des services techniques, les métiers de l'entretien, les métiers des gens qui travaillent en restauration, etc., ce sont des métiers qui vont continuer malheureusement à engendrer énormément de restrictions médicales, de fragilisation de santé et du coup de demandes de reclassement professionnel. Et on va voir par la suite que il y a aujourd'hui un enjeu pour les collectivités, et c'est celui pour lequel c'est peut-être le plus difficile de trouver des solutions, qui est de réussir face à l'hémorragie actuelle à trouver des solutions à ces agents qui demain vont venir pour vous demander un reclassement professionnel. En revanche, il y a aussi un travail à faire en amont, et je pense que des notions de prévention et d'amélioration des conditions de travail avec pour objectif de baisser la pénibilité au travail, ça prend vraiment tout son sens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à réfléchir sur la prévention, la diminution de la pénibilité de ces postes dits entre guillemets reclassementogènes qui sont bien souvent issus de métiers techniques. Ok, merci. Bon, je pense que tout le monde a voté, on est à 88% de vote, on va voir les résultats. Donc pour 56% d'entre vous, oui, vous avez déjà mis en place des mesures de prévention de l'usure professionnelle, et pour 44% d'entre vous, non, vous n'en avez jamais mis en place. Est-ce que c'est un résultat qui vous surprend, Luc? Euh,
Bah, enfin, c'est assez équilibré. Non, non, ça me surprend pas. Je vais pas dire que 56% c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Au même titre que d'autres problématiques de santé au travail, je trouve que ça reflète bien comment dire, la dynamique santé-sécurité qu'on rencontre dans les collectivités à ce jour. Après 56%, c'est quand même un pourcentage qui est intéressant. Ça montre bien qu'il y a une collectivité sur deux qui a essayé de mettre quelque chose en place. Donc ça confirme que les collectivités sont confrontées à cette problématique et qu'il y a au moins une collectivité sur deux qui a pris conscience et qui essaie de trouver des solutions. Sachant que j'imagine que dans les 44%, ce n'est pas uniquement des collectivités qui se fichent du reclassement professionnel et de la pénibilité. C'est aussi peut-être des collectivités qui n'ont pas mis en œuvre tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en œuvre à ce jour. Ok, merci beaucoup. Bah, je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors, donc pour continuer cette webconférence, seconde partie, qui est l'occasion de vous présenter, donc de manière non exhaustive bien évidemment, des exemples d'actions de prévention visant le ralentissement de l'usure professionnelle. Trois grandes idées ou trois exemples d'actions mises en œuvre. Des actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail, des actions d'alternance des tâches et des actions de mécanisation des tâches pénibles et contraignantes. Au niveau de la prévention et l'amélioration des conditions de travail, pour vous prendre comme exemple des métiers qu'on a évoqués précédemment, tels que les métiers de l'entretien dans les écoles ou les métiers des espaces verts, à ce jour, il existe de plus en plus de solutions qu'une collectivité peut mettre en œuvre pour justement minimiser ou réussir en tout cas à stabiliser la pénibilité qui se dégage de certaines activités. Exemple de solution technique, c'en est une parmi tant d'autres, puisque l'objet de cette webconférence n'est pas de s'attarder sur toutes les solutions techniques qui existent au sein des métiers de l'entretien dans les écoles, mais un exemple de solution technique, c'est le système de pré-imprégnation pour les agents qui s'occupent de l'entretien des classes ou des voies de circulation dans les écoles, système qui permet de minimiser fortement les postures contraignantes, les gestes répétitifs et les sollicitations au niveau des membres supérieurs. C'est un système de nettoyage qui n'est pas peut-être est connu, je ne suis pas certain qu'il soit non plus très connu au travers de tout le territoire, mais en tout cas qui n'est pas encore très développé. Pourtant, les effets bénéfiques pour la santé sont reconnus à ce jour. Or, encore pas mal de collectivités passent par des systèmes de nettoyage, en tout cas des dispositifs de nettoyage qui sont encore classiques, tels que les balais espagnols, etc., et qui nécessitent vraiment beaucoup d'effort physique, ce qu'on appelle de l'effort physique, mais aussi du geste répétitif des membres supérieurs. Autre type de solution pour ces métiers de l'entretien dans les écoles, c'est les solutions organisationnelles, c'est-à-dire que des collectivités réfléchissent à une répartition des tâches dites pénibles. Certaines tâches dans une activité sont reconnues ou évaluées ou identifiées comme étant plus pénibles que d'autres. Donc l'idée est de se répartir ces tâches sur l'ensemble du personnel pour éviter qu'elles ne se ciblent que sur un effectif ou une catégorie de personnel réduit. C'est aussi travailler sur la durée de tâches dites pénibles ou sur les horaires au moment où on le fait, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau des rythmes biologiques, il y a des moments de la journée qui sont plus favorables à faire entre guillemets de l'activité physique que d'autres. Autre type de solution, c'est les solutions humaines. Et exemple justement, même si on sait très bien que les solutions humaines du type formation aux bonnes pratiques professionnelles ont leurs limites, en revanche, elles ont quand même un minimum de bénéfices. Donc l'idée, c'est de se dire, combinons ces trois dimensions, techniques, organisationnelles et humaines, sur un métier donné pour réussir à en limiter la pénibilité. Autre exemple, pour terminer sur ce slide, concernant les métiers des espaces verts, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des outils portatifs ergonomiques, qui sont beaucoup plus légers, qui offrent une meilleure préhension que la plupart des outils portatifs que nous mettons à disposition de nos agents des DST.
second point, c'est l'alternance des tâches. Exemple, déjà plus ou moins abordé précédemment, c'est partager l'exécution des tâches les plus pénibles ou contraignantes, dites les plus pénibles ou contraignantes, ou en tout cas identifiées, évaluées comme les plus pénibles ou les plus contraignantes. Il y a des collectivités qui, au niveau de leurs activités en milieu scolaire ou en crèche, ont fait le choix de faire, entre guillemets, alterner l'activité au sein d'une école assez fréquemment. Je m'explique, il y a des collectivités dans lesquelles ils ont des écoles simples, des écoles doubles, ce qui signifie qu'une école simple, c'est une école qui va être juste une école élémentaire ou une école maternelle, et certaines écoles sont doubles, c'est-à-dire qu'elles rassemblent un côté maternel et un côté élémentaire. Bien évidemment, qui dit école double dit école susceptible de dégager davantage de pénibilité, parce que beaucoup plus d'effectifs, beaucoup plus de superficie en termes d'entretien. Pour les personnes qui travaillent au niveau de la restauration dans les écoles doubles, ça veut dire beaucoup plus de charges de travail liées à la préparation des repas, à la mise en place du couvert et au débarrassage du couvert, etc. etc. C'est le cas aussi de certaines crèches qui sont beaucoup plus importantes en superficie, en accueil d'enfants que d'autres. Donc l'idée de ces collectivités, c'est de faire en sorte que les agents restent sur une durée limitée dans leurs établissements qui apparaissent ou qui ont été identifiés comme les plus pénibles en termes de charge de travail qui peut s'en dégager. Donc de faire tourner leurs agents, maximum 2 ans sur, par exemple, une école double, et 2 ans après, c'est les envoyer sur une école simple. Autre type d'alternance de tâches, c'est concernant les aides à domicile. Des collectivités justement profitent, si je puis me permettre, de périodes de vacances scolaires pendant lesquelles des agents qui sont initialement sur des postes administratifs et qui partent bien souvent en congé à ces périodes-là, mais profitent justement de l'absence de ces agents en congé pour faire travailler sur des tâches donc davantage administratifs, des agents qui sont normalement exclusivement en activité sur le terrain, sur des tâches pénibles, techniques, d'aide à domicile, au sein chez les administrés, pardon. Voilà. Donc, certes, ce sont des petits moments, de brefs moments, mais ce sont des petits moments qui, s'ils sont mis en place, permettent quand même de stopper l'intensité d'une activité qui se développe sur une succession de mois, sur une succession d'années. L'idée, c'est vraiment de trouver, dès qu'il y a un petit moment, une petite possibilité de stopper la pénibilité qui se dégage d'une activité, il faut essayer de le mettre en place. Bien évidemment, alterner des tâches administratives pour des agents qui sont normalement sur des tâches davantage techniques, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à une organisation, mais comme je dirais par la suite, la complexité de mise en œuvre de ce type d'alternance de tâches administratives et techniques, elle est à la hauteur de toute façon des enjeux qui découlent du reclassement professionnel. Donc, pour dire concrètement, il n'y aura pas de solution simple, applicable et avec des effets globaux sur cette problématique. Autre point, ce qu'on appelle la mécanisation des tâches pénibles et contraignantes. C'est quelque chose qu'on n'observe pas encore trop souvent dans les collectivités. En l'occurrence, l'idée est la suivante, c'est par le biais de votre document unique, donc de l'évaluation des risques professionnels, ou d'une analyse ergonomique que vous avez entrepris ou qui a été demandée par votre médecin de prévention, c'est évaluer, identifier, repérer les situations de travail dites les plus critiques qui composent, qui alimentent un métier. Et par rapport à ces situations, c'est de réfléchir celles qui peuvent justement, auxquelles on peut apporter une mécanisation. Alors mécanisation ne veut pas dire robotisation. Mécanisation, c'est une assistance mécanique. C'est-à-dire qu'en mettant un dispositif technique pour aider l'agent à réaliser une tâche, bien évidemment, on va amoindrir le niveau de pénibilité puisque l'effort physique ou la charge physique qui se dégage de l'activité sera exercée par le dispositif technique. Ces mécanisations, elles peuvent être faites en amont de l'activité ou lors de recommandations, excusez-moi, ou lors de recommandations d'aménagement par le biais de la médecine du travail, sachant que
à ce jour, mécaniser une tâche, c'est important de le savoir, certains d'entre vous peut-être le savent, d'autres ne le savent peut-être pas, il est encore possible de se faire financer, de se faire subventionner l'achat de ce type de matériel par le FIPH si cela s'intègre dans une démarche d'aménagement de poste de travail afin de maintenir un agent dans l'emploi, sans que cet agent soit reconnu travailleur handicapé ou sans que cet agent soit en démarche de reclassement professionnel. Juste dans une démarche d'aménagement de poste, il est possible de se faire financer ce type de dispositif technique. Juste un exemple, il y en aurait énormément que l'on pourrait vous soumettre, mais un exemple de dispositif technique, donc que vous pouvez vous faire financer par le FIPH, mais qui, en tout cas, dans l'immédiat, financement ou non financement, est entre guillemets, une aide considérable pour un agent, en l'occurrence, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est en cuisine centrale, dans le milieu de la restauration collective. C'est ce qu'on appelle les chariots à fond remontant ou à fond mobile, qui permettent justement, comme vous voyez sur la photo, pour l'appréhension de charges, là, en l'occurrence, ce sont des sacs de viande, mais ça minimise l'effort physique développé pour justement manutentionner les charges, ça minimise aussi les postures contraignante. C'est-à-dire que, comme vous le constatez, entre l'agent de gauche et de droite, on a une posture contraignante très pénible et à fort risque pour la santé, alors que l'agent de gauche reste justement dans une position tout à fait correcte. Pour conclure par rapport à cette notion de mécanisation des tâches, je le redis, c'est une assistance mécanique ou technique, ce n'est pas une robotisation. Il est important aussi, et c'est presque défoncer des portes ouvertes de dire ça, mais lorsque vous faites une analyse ergonomique pour en aménager un poste, pour en améliorer les conditions de travail, ou lorsque vous procédez à l'évaluation des risques professionnels pour justement mettre en place votre document unique, 60 à 70% des recommandations sont d'ordre technique. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut vraiment prendre en considération cette piste d'amélioration des conditions de travail sur la dimension technique, puisque ça représente bien souvent 60 à 70% des solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour minimiser les risques et pour minimiser la pénibilité. Nous arrivons au second sondage, Bruno. Alors, deuxième sondage, arrivez-vous à faire efficacement face aux problématiques de reclassement de personnel au sein de votre structure? Pendant que vous votez, de nombreuses réactions, Luc, sur ce que vous venez de dire, notamment Pascal, Laurence, Daniel et Montaigne qui voulaient en savoir un peu plus sur le système de pré-imprégnation. Ils n'ont pas compris exactement de quoi il s'agissait. Alors, c'est vrai que vu comme ça, moi je l'ai dans l'esprit, donc les images sont plutôt claires. Si vous voulez, donc initialement, je vais essayer d'être le plus clair possible. Si j'avais une photo à l'appui, ça aurait été plus simple. La plupart des agents qui font l'entretien, bon là je vais prendre l'exemple des agents dans les écoles, travaillent avec des chariots, pour moi, qui sont dits classiques traditionnels, avec leurs avantages, leurs inconvénients, et au niveau du dispositif qui permet de nettoyer le sol, bien souvent, ça nécessite de tremper le manche avec le tissu, le balai, etc., dans un seau, d'effectuer des pressions au niveau des poignets, etc., voire même ce qu'on peut avoir aussi chez nous, chez nous particuliers. Le système de pré-imprégnation, en fait, l'idée c'est que vous avez déjà un dispositif de microfibre qui est pré-imprégné de liquide avec comment dire, la quantité de produits pour nettoyer le sol déjà réfléchi et déjà mise en œuvre, ce qui veut dire que l'agent en fait n'a plus qu'à prendre à chaque fois cette bande de tissu pour nettoyer, l'installer sur son manche de manière très simple et passer donc pas la serpillière, mais passer à son activité d'entretien. Ce qui est en fait, les systèmes par pré-imprégnation, ils ont plusieurs avantages. Alors, je suis désolé, je me rends compte que je suis pas très clair, mais c'est vrai que sans avoir un visuel à l'appui, c'est pas évident de l'expliquer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les systèmes de pré-imprégnation, donc ça évite
de gaspiller ou trop de produits pour le nettoyage des sols, ça évite du coup trop de manipulation de produits, ça veut dire qu'on minimise le risque, entre guillemets, le risque chimique, l'exposition au risque chimique. C'est aussi, bien souvent, comme c'est par le biais de matériaux microfibres, ça permet aussi de nettoyer plus efficacement les sols et surtout, par rapport au manche qui tient ce dispositif de microfibre, il est articulé, bien souvent on a en haut de ce manche un dispositif qui permet justement de moins solliciter les poignets et d'effectuer moins d'efforts physiques. Du coup, ça veut dire qu'au niveau des membres supérieurs, tant des poignets, des coudes et des épaules, on a des agents qui vont, entre guillemets, nettoyer plus efficacement des surfaces au sol qu'avec un dispositif traditionnel. Moi, ce que je peux proposer le plus simple, c'est par la suite, par le biais de VK, transmettre des photos de situations de travail de ce type pour que les gens puissent comparer justement entre leur système, leur dispositif technique traditionnel d'entretien des sols et ce type de système de pré-imprégnation. Voilà, c'est pas très clair, mais c'est vrai que c'est pas évident à expliquer sans visuel. Ok, bon, merci. Moi, ça m'a semblé relativement clair. Après, je suis pas spécialiste. Je vais fermer le sondage. Pour la plupart d'entre vous, vous avez voté. Voici les résultats. Donc, pour 82% d'entre vous, non, vous n'arrivez pas à faire efficacement face aux problématiques de reclassement de personnel au sein de votre structure. Et pour 18% d'entre vous, oui, vous y arrivez. Luc, est-ce que vous pensez que c'est représentatif de l'ensemble des collectivités de France ou c'est des chiffres qui vous surprennent? Ah non, 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 là, non, ce ne sont pas des chiffres qui me surprennent. J'envie les 18% de répondants qui réussissent à mettre en place des actions efficaces pour le reclassement professionnel et je pense que les 82% qui ont répondu non les envient aussi. Ça pourrait être intéressant, je ne sais de quelle manière par la suite, d'avoir un petit peu aussi leur retour. Non, non, je suis pas étonné puisque pour ma part, qui évolue aussi en collectivité territoriale et qui échange énormément par le biais de réseaux de préventeurs et d'autres confrères homologues, qu'ils soient ergonomes, préventeurs, techniciens, ingénieurs ou plus sur des plus référents RH. On est de toute façon au-delà de ce qu'il est possible de mettre en œuvre ou non, on est de toute façon déjà dépassé par le nombre, juste d'un point de vue quantitatif. On a un nombre de reclassements qui est en train d'exploser et qui fait que justement, de toute façon, la réalité, c'est qu'il va être très très difficile de pouvoir répondre positivement, dans le sens trouver une solution à toutes les demandes de reclassement qui se manifestent depuis hier jusque dans les années à venir, sachant qu'en plus, pour revenir sur les chiffres introductifs que je vous présentais tout à l'heure, ces chiffres ne vont logiquement ne faire qu'augmenter. Donc non, non, je ne suis pas du tout étonné de ces chiffres-là, d'autant plus que aujourd'hui, c'est peut-être, on en parlera un peu par la suite, c'est peut-être parce qu'aussi notre manière de faire de la prévention n'est peut-être pas en France, au sein de nos collectivités, la meilleure pour répondre à la problématique d'usure professionnelle. On a fait de la prévention, mais peut-être qu'elle ne traitait pas de l'usure professionnelle. Du coup, entre guillemets, on récolte un petit peu ce qu'on a semé depuis des années. Ok, merci. Alors juste quelques réactions par rapport à ce sondage. Isabelle qui dit mais comment font les 18%? Donc écoutez, appel aux 18%, réagissez, dites-nous quelles sont vos solutions. Et parmi, alors je suppose que c'est parmi ces 18%, il y a Marilène qui réagit au sondage, dit question difficile. Oui et non, on arrive quelquefois à faire face, mais on a atteint nos limites. Et puis aussi des réactions par rapport à la question du système de pré-imprégnation. Et Laetitia qui nous dit effectivement je viens de prendre connaissance de ce système en regardant sur le web, c'est très ergonomique, je vais le proposer au service entretien. Vous voyez, donc déjà en 42 minutes de webconférence, on a déjà commencé à régler les problèmes d'ergonomie. Écoutez, sur ce, je vous laisse poursuivre votre présentation. Oui. Et puis pour les autres questions, je me permets, pour les autres questions, les autres réactions, on verra ça tout à l'heure. D'accord. Alors après, donc, alors attendez, hop, voilà. Juste pour terminer sur cette question de réussir efficacement le reclassement professionnel. En effet, la personne qui fait partie de ces 18%,
en toute transparence le disent, c'est qu'ils réussissent, mais qu'ils arrivent tout doucement à leurs limites. Après, bon, il faut savoir quelles sont les collectivités, quel est le profil de ces 18%, puisqu'en effet, en fonction des collectivités, peut-être que des collectivités jusqu'à présent avaient été épargnées par le phénomène reclassement professionnel et que leur nombre de demandes de reclassement était moindre par rapport à d'autres collectivités, et c'est tout simplement ce qui peut expliquer que jusqu'à présent ils ont réussi à y répondre. C'est peut-être aussi parce que ce sont des personnes qui, les agents concernés, étaient peut-être avaient un état de santé moins dégradé que dans d'autres collectivités. Les raisons peuvent être multiples, hein, mais comme le dit de toute façon cette personne qui a répondu, en revanche, c'est que jusqu'à présent ils ont réussi, mais ils commencent à voir les limites justement des dispositifs qu'ils ont en place, puisque ça a malheureusement vocation à ne pas se diminuer le nombre de reclassements, voire même à s'accentuer, à augmenter. Donc, mais bon, certainement par contre il y a des choses très intéressantes à prendre auprès de ces personnes pour savoir les reclassements réussis, en quoi ça consistait, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Donc, pour continuer, du coup, ça me fait faire une transition sur cette troisième partie. La troisième partie, donc on était sur une seconde partie qui parlait d'exemples, d'actions de prévention et d'amélioration des conditions de travail, c'est-à-dire essayer de travailler en amont, c'est prévenir l'usure professionnelle. Là, l'usure professionnelle est bien là, on a des restrictions, il y a des agents à reclasser. Donc même chose, on est sur des exemples d'actions mises en œuvre dans des collectivités qui ont des avantages, qui ont aussi des limites, qui présentent des limites, mais qui ont au moins l'avantage pour les collectivités qui le mettent en œuvre de répondre à leurs obligations de moyens et d'essayer de stopper l'hémorragie qui est le reclassement professionnel. D'ores et déjà, voilà, je le dis, alors c'est pas bien loin de moi l'idée de mettre en porte-à-faux les centres de gestion qui peuvent assister à la conférence, mais pour les petites collectivités, d'ores et déjà, ces exemples de solutions qu'on va voir par la suite, c'est peut-être des solutions qui sont difficiles à mettre en œuvre, surtout les deux premiers points, parce que bien souvent, c'est ce qu'on appelle l'identification des besoins intra-services ou les stages d'immersion sont possibles quand on est dans des collectivités qui sont au moins de taille moyenne, c'est-à-dire plusieurs centaines d'agents, voire de grande taille, pour pouvoir permettre justement des bascules d'une filière à une autre, etc. etc. Et là-dessus, les petites collectivités qui ont moins de 50 agents, par exemple, seront dans la capacité de mettre en œuvre ces solutions. Voilà, donc d'où le petit texte en bas de page qui dit pour les collectivités et le profil particulier qu'elles ont, les centres de gestion départementaux restent quand même leur interlocuteur privilégié pour les accompagner et les conseiller sur cette problématique, même si je sais que les centres de gestion rencontrent aussi à ce jour des difficultés pour répondre favorablement aux petites collectivités, pour les aider dans cette problématique, puisque de toute façon, les petites collectivités ne sont pas épargnées tout comme les moyennes et grandes collectivités, et du coup les centres de gestion se retrouvent un petit peu assaillis par cette problématique qui est en train d'exploser assez rapidement. Alors, néanmoins, continuons. Pour pallier la difficulté de reclasser, exemple d'actions mises en œuvre par des collectivités, c'est ce qu'on va appeler l'identification et le recensement des besoins au sein de services. Pour essayer d'être très synthétique et très bref sur ce type d'action, l'idée est la suivante, c'est d'adresser un questionnaire au chef de service de votre collectivité qui permet de relever des besoins en termes d'exécution de certaines tâches qui sont éventuellement exécutées voire qui ne le sont pas, parce que ça ne s'intègre pas dans le bon fonctionnement et dans une organisation cohérente du service concerné, et du coup, en relevant justement ces besoins intra-services et la quantité de temps de travail qui en découle, qui peut y être relié, l'idée c'est que justement, en réussissant à lister au sein de l'ensemble de vos services ces petits besoins à droite à gauche dans vos services, on peut réussir à un moment donné à créer un poste à temps plein
ou un poste à mi-temps. Exemple que j'ai en tête, c'est un agent qui était donc agent d'entretien dans les écoles, qui s'est retrouvé sur un poste décomposé en deux parties, un poste comment dire, d'accompagnement au niveau de la petite enfance, auprès des crèches, d'accompagnement des enfants et puis accompagnement des assistances maternelles, et aussi un poste d'accueil au niveau d'une médiathèque. Voilà, donc il y a un 50% dans un secteur d'activité qui est la petite enfance, accompagnement au niveau des crèches, et 50% qui s'effectue au niveau de l'accueil en médiathèque. Alors bien évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Ce principe a aussi ses limites. Si tant est que demain vous partez dans une démarche de recensement et d'identification des besoins, à un moment donné, une fois qu'on a recensé et identifié tous les besoins et qu'on a réussi à les faire correspondre à un mi-temps ou à un temps plein ou à plusieurs postes à temps plein, bon, ben on répond à tous les besoins, donc ça veut dire qu'on va réussir à pallier la difficulté de reclasser de deux ou trois personnes. À un moment donné, ça ne sera pas pérenne pour répondre à 15, 20 ou 30 demandes de reclassement. En revanche, ça peut justement quand même vous apporter réponses et solutions sur une situation de reclassement qui se manifesterait demain dans votre collectivité. Autre action mise en œuvre par des collectivités qui, je pense, n'est pas inconnue pour bon nombre d'entre vous qui assistent à la webconférence, c'est ce qu'on appelle la mise en place, l'initiation de stages d'immersion ou des stages d'essais tutorés ou des postes tremplins. Chaque collectivité a un petit peu son terme. Pour rejoindre ce que je disais en introduction de cette partie, bien évidemment, les petites collectivités vont peut-être pas se sentir concernées parce que bien souvent, l'initiation de stages d'immersion, ça veut dire qu'on envisage qu'un poste va se retrouver vacant, par exemple, par rapport au départ en retraite. Ça veut dire qu'on est obligé de prendre en compte les possibilités et il faut avoir une certaine possibilité de dynamique, de mobilité professionnelle en interne. On est presque dans de l'approche GPEC. Alors sur le principe, c'est de la GPEC, mais c'est réalisable même quand on n'a pas une cellule GPEC en interne au sein de sa collectivité. Ce qui est important de dire, c'est donc l'idée sur un stage d'immersion, c'est qu'un agent, par exemple, issu de services techniques, qui a des restrictions très lourdes au niveau des membres supérieurs et qui ne peut plus exercer son métier, qui doit partir de préférence vers un poste administratif, qu'il ait l'occasion de se familiariser au cours d'un stage, entre guillemets, d'immersion de 1 mois, 2 mois, 3 mois ou de quelques semaines au sein d'un service, par exemple, administratif, que ce soit DRH, urbanisme, population, citoyenneté, j'en passe et des meilleurs, pour bien comprendre en quoi consiste ce nouveau milieu professionnel, quels en sont les modes opératoires, etc. etc. Ça, c'est la manière dont ça se décline, ça s'opérationnalise. En revanche, il est important pour que ce type de démarche soit pertinente, d'accepter de rendre possible le surnombre dans un service, puisque le stage d'immersion, quelle que soit la durée pendant laquelle il va se dérouler, ça veut dire qu'en gros, il y a une personne qui vient s'ajouter sur votre effectif initial. Donc, pour le rendre possible, il faut accepter le surnombre. On est vraiment sur du tutoriel, sur de l'accompagnement, sur de la découverte d'un nouveau métier. Autre complément qui nécessite d'être soulevé, c'est que les stages d'immersion, il ne faut pas que ça tourne sur des périodes où l'on met un agent pour dire de le mettre en activité plutôt que de le laisser en arrêt de travail. Il faut vraiment qu'il y ait justement une démarche construite et réfléchie. En l'occurrence, quand on met en place des stages d'immersion ou des périodes de stages tutorés, des périodes d'essai, entre guillemets, il faut fixer des objectifs sur ce stage, tant auprès de l'agent concerné par la démarche de reclassement professionnel, que aussi sur le chef de service, le chef du service qui va accueillir cet agent. Donc se fixer des objectifs et surtout maintenir le lien avec l'agent et le service. N'oubliez pas que c'est une situation nouvelle pour l'agent qui parfois peut être délicate psychologiquement, donc il y a vraiment nécessité de mettre en place un suivi
tout au long du stage, avec des points d'étape qui sont bien souvent opérés, alors après ça dépendra des collectivités, de comment elles s'organisent entre elles, mais qui est bien souvent opéré point d'étape par un référent RH, voire un référent formation. Et dernière chose, il faut que ce stage d'immersion ne soit pas uniquement l'idée de la collectivité, il faut que ce soit aussi souhaité par l'agent. Il faut qu'il comprenne tout l'enjeu et qu'il s'implique dans ce stage d'immersion pour mettre toutes les chances de son côté. Et pour justement s'impliquer, il faut justement lui expliquer avant toute chose et réfléchir avec lui à c'est quoi un poste par exemple sédentaire, un poste administratif, en quoi ça consiste au quotidien, quelles en sont les perspectives, etc. Ça évitera justement d'avoir quelques revers à moyen terme ou long terme suite à un exemple, puisque ça s'est déjà vu dans des collectivités, suite à un stage d'immersion qui dans l'immédiat s'est avéré plutôt positif, favorable, tant pour le service que pour l'agent. Une fois qu'on entre guillemets on rend pérenne ce poste, puisqu'il y a eu un départ en retraite, ou parce que justement on s'aperçoit qu'il y avait un besoin d'un poste supplémentaire, au bout de quelques mois on s'aperçoit en fait que l'agent n'est pas à sa place et que ça ne coïncide pas et qu'il ne s'y retrouve pas. Du coup, on est sur un échec de reclassement professionnel. Il faut bien garder en tête qu'un reclassement professionnel, au-delà de la dimension et du facteur santé, c'est quand même comme si on avait une mobilité professionnelle. C'est on découvre un nouveau métier. Certes, pour des raisons de santé, c'était pas initialement voulu, mais en revanche, c'est ce qui attend l'agent. C'est-à-dire qu'il va occuper un nouveau poste pour continuer sa carrière professionnelle, voire terminer sa carrière professionnelle. Donc il y a vraiment un enjeu à ce que ce soit construit dès le début. Et ça rejoint ce que je vous disais en introduction. Il faut le plus souvent possible, même si c'est pas évident, éviter de raisonner uniquement par rapport à des restrictions médicales, il faut que je trouve un poste qui respecte ces restrictions médicales. Point. Non, il faut trouver un poste qui respecte les restrictions médicales de l'agent, mais il faut aussi qu'il soit cohérent par rapport entre guillemets, aux souhaits de l'agent, aux besoins de la collectivité, aux compétences et aux capacités de cet agent. Voilà. Dernier point dans cette partie qui vise à pallier la difficulté de reclasser, de plus en plus de collectivités passent par ce qu'on appelle les centres de réadaptation professionnelle qui permettent, donc c'est-à-dire qu'entre guillemets on externalise, ou en tout cas on s'appuie sur des dispositifs externes qui permettent aux agents de suivre des reconversions professionnelles sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc ça veut dire que suite à des restrictions médicales, on envisage une reconversion professionnelle pour raison de santé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une impossibilité d'aménager le poste et que bien souvent il y a une aptitude de ce fait, une aptitude déclarée au poste qui doit être validée par le comité médical départemental. Du coup, les collectivités construisent avec l'agent concerné un projet de reconversion professionnelle qui s'opérera dans ce qu'on appelle les centres de réadaptation professionnelle pour que justement, au bout de ces quelques semaines ou quelques mois de stage, on ait un agent qui soit totalement opérationnel, qui puisse réintégrer la collectivité sur un nouveau poste en lien avec la formation qu'il a suivie, ou voir qu'il intègre justement un poste, et c'est une réflexion à avoir, hors de la collectivité, puisque ça c'est quand même aussi une piste d'un point de vue mentalité et culture qu'il va falloir travailler dans nos collectivités, c'est que aussi peut-être qu'une des solutions pour réussir à contrer un petit peu l'hémorragie et reclassement professionnel, c'est de faire comprendre, même si ça va être très difficile, à nos agents qui sont dans ces situations, que si en plus ils ont l'opportunité de suivre une reconversion professionnelle, c'est-à-dire une vraie formation professionnalisante sur un poste donné, le poste en lui-même, il va peut-être pas être dans la collectivité au sein de laquelle notre agent évoluait depuis 10 ans ou 20 ans. Il va peut-être se trouver dans une autre collectivité, ou voire même peut-être dans un autre secteur d'activité. Sachant que l'objectif, il est quoi à ce stade-là? Il est de retrouver de l'emploi, de réintégrer une activité professionnelle. Donc ça, c'est un autre débat, mais c'est quelque chose qui se réfléchit. En attendant, les centres de réadaptation sont des pistes, sont des dispositifs qui sont à la disposition des collectivités pour justement proposer des formations professionnalisantes et dignes de ce nom à nos agents pour que justement ils aient plus de facilité, qu'il y ait plus d'efficacité dans la mise en place de reclassement professionnel. Sachant que, juste pour conclure sur ce point, que
il est possible pour les collectivités en plus de se faire financer tout ou partie d'une formation de ce type par le FIPH, par le FIPHFP. Voilà. Quatrième et dernière partie, ce qu'on va appeler les nouvelles pistes de réflexion. C'est-à-dire ce sont des réflexions qui peut-être il est temps de développer pour compléter les approches assez traditionnelles que nous avons en termes de santé, sécurité au travail et surtout en termes de reclassement professionnel. Premier point, la durée d'exposition, agir sur les durées d'exposition. Et second point, la réflexion, la mise en place d'une gestion prévisionnelle de la santé. Je m'explique. Au niveau donc des durées d'exposition, nous avons dans nos collectivités des métiers qui sont entre guillemets plus reclassementogènes que d'autres. C'est des métiers qui, on l'a déjà dit précédemment, sont des métiers techniques, donc physiques et bien souvent pénibles. Donc l'idée c'est de justement correctement identifier d'une part ces métiers, les situations de travail qui composent ces métiers et qui ont un fort potentiel pénibilité. Et pour ça, pour l'identifier, pour l'évaluer, exemple, on peut se baser sur ce qu'on appelle les critères de pénibilité tels que les gestes répétitifs ou les manutentions manuelles. Et l'idée, c'est une fois que l'on a repéré ces moments de la journée d'un agent, ces situations de travail bien précises qui ont un fort potentiel de pénibilité, c'est de faire en sorte, puisque ce sont ces situations qui, à moyen long terme, vont engendrer de l'usure professionnelle, c'est de limiter la durée d'exposition de nos agents à ces situations bien précises. Donc les durées, ça veut dire temps, exemple, si c'est une situation de travail qui durait 4 heures, en faire 2 fois 2 heures, mais ne pas faire en sorte, pardon, que l'agent ne se retrouve pas à exercer cette activité 4 heures durant. Voilà, c'est au moins casser la durée et la répartir en 1 ou 2 ou 3 sessions. En tout cas, voilà, aujourd'hui, la survenue de l'usure professionnelle, c'est pas compliqué le process. Hein, c'est que nos agents sont, entre guillemets, c'est un peu le même principe que les maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques, c'est que nos agents sont exposés trop fréquemment et trop longtemps à des situations données. Donc si on inverse le raisonnement, c'est qu'il faut les exposer moins souvent et moins longtemps à certaines situations à forte pénibilité. Dernier point de cette quatrième partie, autre piste de réflexion, c'est ce qu'on va appeler la gestion prévisionnelle de la santé. Alors c'est une notion qui commence tout doucement à émerger dans des réunions de DRH au sein de l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est la suivante, c'est réfléchir, déterminer ce qu'on appelle la construction d'une carrière ou la construction de parcours professionnel en prenant en compte la variable santé et sa dégradation potentielle en fonction du poste que l'on va occuper. Pour faire très simple, c'est de se dire il faut arrêter de croire qu'un agent d'entretien qui va intégrer la collectivité sur ce poste d'agent d'entretien à 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, ou un poste de cuisinier ou d'agent de production en cuisine centrale ou un agent des espaces verts, il faut arrêter de penser que cet agent va pouvoir réaliser l'ensemble de sa carrière sur ce poste sans qu'il n'y ait de dégradation de sa santé nécessitant un reclassement professionnel. C'est faux. C'est pas possible. Ce sont des métiers qui sont intrinsèquement pénibles. Donc l'idée est la suivante, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas envisager, on ne pourra jamais obliger quelqu'un à suivre cette idée, mais en tout cas, en tant que collectivité, ne peut-on pas envisager de construire des parcours professionnels en prenant en compte la variable santé? C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la GPEC, c'est de la GPEC qui se combinerait avec la santé. En l'occurrence, se dire, un agent qui commence sa carrière en tant qu'agent de production dans une cuisine centrale, pourquoi ne pas envisager de limiter l'occupation de ce poste à 5 ans, 7 ans ou 10 ans maximum? Puisque l'on sait pertinemment, même si l'on apporte des actions de prévention sur son poste de travail au sein de ses activités, on sait pertinemment qu'au bout de X années, cet agent va commencer à manifester des problèmes de santé au niveau des membres supérieurs, du dos, etc. etc. Donc l'idée, c'est de se dire, sur une carrière de plusieurs dizaines d'années, est-ce que cet agent
qui commencerait par un poste d'agent de production en usine centrale, est-ce qu'on ne peut pas envisager que d'ici 7 à 10 ans, il passe sur un poste où la pénibilité serait moindre ou différente? Et puis, sur ce second poste, au bout de X années, pourquoi pas envisager à nouveau, entre guillemets, un changement de poste. Alors, je sais bien que aujourd'hui, si à cet instant, si on regarde comment ça se passe dans la fonction publique, cette idée d'envisager des parcours professionnels prenant en compte la santé au travail, c'est quelque chose qui paraît complètement fou. La seule chose qu'il faut bien quand même avoir en tête, c'est que la complexité de mise en œuvre d'une réflexion telle que la gestion prévisionnelle de la santé, qu'on pourrait appeler la GPS, c'est quelque chose, c'est une complexité de mise en œuvre qui est à la hauteur de l'enjeu qui est lié au reclassement professionnel, puisque je le répète, on a une population vieillissante avec un rallongement des carrières. La tranche d'âge concernée, qui est le plus concernée par le reclassement professionnel, ne fait que s'augmenter. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus raisonner avec les actions de prévention ou sur nos actions traditionnelles pour répondre au reclassement professionnel. Il faut peut-être avoir une approche, un regard différent, ou si ce n'est pas différent, un regard complémentaire à ce que l'on fait aujourd'hui plus traditionnellement. Donc ça me permet d'introduire la conclusion. Vous le saviez, il n'y a pas de solution idéale et surtout, au-delà de ne pas y avoir qu'il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de solution suffisante. Aucune solution que vous avez pu mettre en œuvre ou que vous mettrez en œuvre dans votre collectivité ne se suffira à elle-même pour répondre à cette problématique de reclassement professionnel, puisqu'on a des problématiques de trouver un poste, mais aussi on a une problématique de limiter l'usure professionnelle. Donc rien que ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour traiter de la pénibilité au travail et de l'usure professionnelle qui en découle. Donc l'idée, c'est de se dire quoi? C'est que c'est plutôt une histoire de combinaison, de croisement de solutions qui vont être complémentaires parce qu'elles vont se mettre en œuvre à différents moments de la carrière d'un agent sur un poste donné. Donc en l'occurrence, c'est le croisement entre des actions de prévention, mais aussi une optimisation des modalités de gestion procédurale, etc., quand on a un reclassement qui se manifeste, qui est demandé. Donc pour répéter ce que je disais avant, c'est vrai qu'il y a une complexité dans la mise en œuvre, mais la complexité, elle est à la hauteur des enjeux du reclassement. Là, le reclassement, c'est un phénomène tel, on ne peut pas imaginer que ça se règle en un claquement de doigts, ou juste parce qu'on va mécaniser toutes les tâches, ou juste parce qu'on va avoir une gestion procédurale et administrative de reclassement hors pair. C'est faux, c'est faux. Ça se travaille à plusieurs niveaux, et ça se travaille surtout le plus en amont possible. Enfin, pour terminer, et pour reprendre ce que je vous disais précédemment sur un nouveau regard, je pense que, voilà, en France, on va parler au niveau des collectivités, puisque aujourd'hui, ici, nous sommes des collectivités, c'est se dire, je pense qu'il faut accepter que la prévention que nous mettons en place depuis des années, ce que j'appelle la prévention traditionnelle, qui est la prévention actuelle, hein, même si ça fait des années qu'on fait la même chose, déjà, paradoxalement, c'est que c'est pas de la prévention, puisqu'on est toujours sur du curatif, et donc, premièrement, on est sur de la correction et en fait pas de la prévention, et d'autre part, il faut l'accepter et se l'avouer, c'est que ces actions de prévention sont limitées dans leurs effets bénéfiques sur la problématique qu'est la pénibilité physique, l'usure professionnelle et à long terme le reclassement. On a des situations de travail qui sont intrinsèquement pénibles, que même si l'on met toutes en œuvre pour en améliorer les conditions de travail, il y aura toujours un risque résiduel de pénibilité. Donc ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je vous disais, il faut vraiment changer notre regard sur la santé au travail par rapport à cette problématique. C'est pas par hasard si les maladies professionnelles que sont les TMS, depuis toujours c'est la première maladie professionnelle en France, tout secteur confondu, que c'est 80% des maladies professionnelles en France, au même titre que les AT, les accidents de travail, les accidents de service, pardon, les plus développés, c'est les accidents de service liés aux manutentions manuelles, et ça depuis toujours, qui trône bien tranquillement sur la première place du podium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, sur toutes ces dimensions d'effort physique, de gestes répétitifs, de manutention, de postures contraignantes, qui engendrent soit des accidents de service, soit des maladies pro, ou de l'usure professionnelle, de la pénibilité, et donc du reclassement et des difficultés de maintien de l'emploi, nos actions de prévention, notre approche de la prévention aujourd'hui,
a atteint ses limites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le faire, puisque ça a toujours du bénéfice, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et il y a vraiment un intérêt à changer notre regard là-dessus, d'accepter, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France et dans nos collectivités, d'accepter les limites de notre approche traditionnelle et peut-être la combiner, l'enrichir d'une nouvelle dimension qui toucherait plus à l'anticipation et à la prévention. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la gestion prévisionnelle de la santé. Envisager un parcours professionnel au cours duquel, lorsqu'on commence jusqu'à temps qu'on finisse, il y ait toujours cette prise en compte, cette prise en considération de la variable santé de notre agent. Et son parcours professionnel serait dessiné ou se construirait le plus possible en fonction de cette variable santé. Enfin, et juste pour conclure, puisque je vois qu'il est déjà quasi midi 10, au-delà de ce que vous allez mettre en œuvre en termes d'action de prévention, en termes de procédures administratives de gestion lorsqu'un cas s'est manifesté, en termes pourquoi pas de gestion prévisionnelle de la santé, une chose est sûre, c'est que il y a vraiment aussi une campagne à mener sur les mentalités, sur la mentalité qu'on rencontre encore aujourd'hui dans la fonction publique territoriale, mentalité de nos agents qui sont malheureusement qui se retrouvent dans ces situations de reclassement professionnel. Mais c'est une mentalité, parfois j'ai l'impression, qui est alimentée aussi par la structure elle-même, par la collectivité elle-même. C'est de faire prendre conscience à ces agents de leur importance au niveau de leur rôle dans cette démarche pour qu'elles réussissent, ou en tout cas minimiser le risque d'échec. C'est-à-dire que l'engagement de l'agent, c'est quelque chose qui va décomplexifier considérablement l'ensemble de sa procédure du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à des agents, certes, qui ont des problématiques de santé qui sont parfois désastreuses, mais qui sont au-delà de ça, et ça ne l'excuse pas, dans une position attentiste. Et un agent qui est dans une position attentiste, c'est potentiellement, et c'est un fort potentiel, c'est potentiellement un reclassement professionnel qui échouera. Parce que même si la collectivité lui trouve un poste, a répondu à son obligation de moyens, pardon, et lui trouve un poste, lui propose un poste, qu'est-ce qui nous dit que ce poste va lui convenir, puisque dans l'immédiat, ce n'est pas un poste qui a été réfléchi de manière collective entre l'agent, entre la collectivité. C'est vraiment, et ça je pense que c'est quelque chose, ça pareil, ce n'est pas une solution qui va tout simplifier et qui va rendre le reclassement beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus positif en termes de réussite, non, mais ça va peut-être simplifier les choses, ça va peut-être retirer des épines du pied de certaines collectivités au niveau des référents, des structures qui gèrent justement cette thématique au sein de leur collectivité. Il faut vraiment faire prendre conscience aux agents, au même titre que la santé, au travail, les agents sont moteurs de leur reclassement professionnel. C'est vraiment un travail d'équipe entre la collectivité et l'agent. Et l'impliquer, c'est aussi peut-être la possibilité de lui faire accepter de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives professionnelles. Exemple, suite à une reconversion professionnelle au sein d'un centre de réadaptation professionnelle, envisager que le poste que l'on occupera, excusez-moi, ultérieurement, ne sera peut-être plus dans ma collectivité d'attache, mais peut-être dans une autre collectivité, voire peut-être dans un autre secteur. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention et reste à l'écoute des questions. Oui, alors merci beaucoup Luc. Effectivement, on a un peu dépassé les délais. On va essayer de traiter toutes les questions, mais il y en a énormément. On va donc s'arrêter aux questions qui ont déjà été posées. Juste d'en arriver là, je vais vous parler 2 petites secondes de ce que propose VK que propose VK sur ce thème comme solution. Niveau édition, vous avez santé et sécurité au travail en collectivité territoriale comme service documentaire, auquel a participé Luc. Si vous voulez nous dire quelques mots sur cet ouvrage, Luc, ou sur votre contribution. Alors rapidement, parce que c'est un ouvrage qui est aussi dématérialisé de toute façon, qui est conséquent. L'idée de l'ouvrage, alors déjà, ça a été écrit entre guillemets que par des agents qui sont préventeurs de métiers, soit ergonomes, soit techniciens, soit ingénieurs, etc., et qui évoluent dans la fonction publique territoriale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe qui a participé à la mise en œuvre de cet ouvrage, à son élaboration, c'est vraiment des gens du terrain qui sont très familiers aux problématiques
que les collectivités rencontrent au quotidien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans ce document, dans cet ouvrage, il y a vraiment, certes, des aspects théoriques sur des notions qui peuvent intéresser les collectivités, mais il y a aussi énormément d'apports d'informations très pragmatiques et très pratiques, et les thématiques sont très diversifiées, hein. On va être sur des thématiques très réglementaires, mais aussi des problématiques davantage RH ou techniques, etc. Donc c'est un ouvrage qui est, à mon goût, très complet pour répondre à la majeure partie des problématiques de santé et de sécurité au travail que rencontrent les collectivités. Ok, on a aussi des formations chez VK que vous pouvez découvrir sur le PowerPoint, ergonomie au travail pour non-ergonomes et les outils pour changer le comportement en sécurité au travail. Vous avez les dates, donc octobre, décembre, mars et décembre 2015 pour ergonomie au travail pour non-ergonomes. Et puis pour les outils pour changer les comportements, donc c'est novembre, mars et septembre. Je vous envoie par le chat les liens vers l'ensemble de ces solutions ainsi que vers le forum si vous aviez d'autres questions à venir plus tard. Et également, j'en profite, un lien vers une autre webconférence qui aura lieu jeudi sur la préparation au concours d'attaché par voie externe. Au cas où certains d'entre vous prépareraient les épreuves écrites, voilà, il y a une webconférence là-dessus jeudi soir. Voilà, j'en ai fini avec cette parenthèse. On va en venir aux questions. Une question de Fanny qui disait le changement d'établissement peut être mal vécu par les agents. Ce type de turnover peut être facteur de risques psychosociaux, changement d'équipe, de collègues, éloignement du domicile, etc. C'était par rapport au turnover dans les écoles simples, écoles doubles, je pense. Tout à fait. Alors en effet, hein, c'est un risque, si tant est que la démarche ne soit pas entreprise correctement, ne soit pas cadrée correctement. L'idée pour les collectivités qui, alors, peut-être que certaines collectivités opèrent ce genre d'action sans justement cadrer cette démarche. En revanche, pour celles qui le font de manière judicieuse et pertinente et cohérente, ça consiste en quoi? C'est certes, en effet, on va essayer de tous les 2 ans changer d'établissement un agent. En revanche, les agents sont clairement informés du pourquoi et du comment. C'est-à-dire que c'est une démarche, une fois de plus, hein, je le répète, c'est collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas subi par les agents. Les agents savent pertinemment vers quel établissement ils vont partir, qu'au bout d'un certain temps, ils vont changer d'établissement, potentiellement d'équipe. Du coup, c'est vrai qu'il y a un gros travail en amont d'implication et de sensibilisation des agents, qui est indispensable, puisqu'en effet, comme le disait Fanny, si je ne me trompe pas sur le prénom, si l'on opère des changements d'établissement tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, etc., des agents sans leur expliquer l'intérêt de cette action, de cette organisation, vous pouvez être certain qu'on va créer en effet une problématique liée au risque psychosocial. Vous aurez d'autres phénomènes qui vont certainement naître en termes de freins au changement, de tensions relationnelles, de climat social détérioré, etc., etc. Donc oui, si demain vous opérez, c'est pas juste un numéro d'agent ou un profil d'agent qu'on met d'une école A vers une école B. Il y a vraiment tout un projet à structurer et à construire avec le service concerné pour que les agents soient pleinement impliqués là-dedans et qu'ils comprennent l'objectif de ce type de démarche, en l'occurrence un objectif qui est de préserver leur santé, qui peut être un argument quand même de taille pour non pas convaincre, mais faire adhérer. Alors, une question de Yasmine. Bonjour, nous sommes étonnés de la prise en charge par le FIPH des aménagements de postes en dehors des cas listés par la loi. Cela signifie que pour un agent sans reconnaissance, nous pouvons l'accompagner. Point d'interrogation. Alors, point d'interrogation, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai, alors, la plupart des collectivités pensent qu'il faut que soit l'agent soit reclassé, soit que l'agent ait une RQTH. Ce sont des conditions pour lesquelles, si votre agent est dans cette situation, il n'y a pas de problème, hein. Le FIPH prendra en charge au niveau de son catalogue des aides, qui va à peu près rassembler une trentaine d'aides, tant organisationnelles que formation, que technique, etc. En revanche, pour aller droit au but sur cette question, l'achat d'un matériel technique
le plus traditionnel, hein, pour lesquels les collectivités ont compris comment ça fonctionnait et du coup n'hésitent pas à solliciter le FIPH. Vous avez un agent sur un poste administratif qui a mal au dos, c'est assez récurrent, etc. Vous l'envoyez entre guillemets en visite médicale chez le médecin de prévention qui, normalement, si c'est avéré, confirmera la nécessité d'aménagement de poste, donc un avis médical qui confirme la nécessité d'un aménagement de poste qui se traduit par la mise à disposition d'un siège ergonomique. Une fois que vous avez ces éléments, vous sollicitez le le FIPH en envoyant une demande de subvention par rapport à l'achat de ce siège et vous obtiendrez les fonds nécessaires pour acheter ce siège. Et ça, c'est le cas d'école le plus classique qui se fait le plus souvent, hein, tout ce qui est matériel administratif, tel que des chaises, des souris verticales pour éviter les syndromes du canal carpien, les bras support écran, les porte-documents, etc. Mais ça se voit aussi dans des métiers où on ne pensait pas que ça serait possible, mais où c'est tout à fait réalisable puisque c'est le matériel et donc les outils de travail de ces agents. Exemple, l'exemple que je vous mettais tout à l'heure en photo, un chariot à four montant pour un agent de production en cuisine centrale, ça fait partie de ces outils de travail au même titre que le siège ergonomique ou la souris est un outil de travail pour l'agent administratif. Le chariot à four montant, si il est nécessaire au poste pour aménager le poste de travail, de mettre à disposition ce type de dispositif technique qui va minimiser la pénibilité au travail, ce dispositif est financé intégralement par le FIPH-FP. Et je sais aussi qu'il y a des collectivités qui ont équipé certains de leurs agents qui évoluent dans le milieu scolaire au niveau des métiers d'entretien, quand je vous parlais de mécaniser les tâches, qui ont équipé certains de leurs agents qui ont des problématiques de santé au niveau du dos, au niveau des membres supérieurs, qu'ils ont équipés de mini-auto-laveuses pour justement éviter que ces agents se retrouvent à faire uniquement de manière manuelle les gestes d'entretien des surfaces de sol. Oui, on a par exemple une réaction de Angélique qui dit nous avons équipé un agent d'un clavier spécifique adapté à ces problématiques d'arthrose. Pour la filière administrative, on est parfaitement dans ce cadre-là. Une réaction de... Ouais. Une réaction de Valérie aussi, en tant que centre de gestion, nous pouvons travailler en réseau avec l'ensemble des collectivités du département, avec une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'était en réaction au sondage avec les fameux 18%. Toujours sur cette thématique-là, une réaction d'Armory. Je fais partie des 18%, notre collectivité est un département. Tous les mois, nous réalisons un CMS qui rassemble tous les services de DRH. On y parle alors de tous les problèmes rencontrés par les agents. On y décide de les placer en stage d'immersion. En fonction des stages, on réalise des reclassements définitifs. Ça rejoint ce que vous disiez dans la présentation. Après bon, c'est vrai que c'est pas évident là de pouvoir en discuter juste par rapport à ça. Après, est-ce que ces stages d'immersion qui se pérennisent sur un poste, est-ce que c'est du surnombre, c'est-à-dire que sur un service où ils étaient 20, ils se retrouvent 21, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une vacance de poste, quelqu'un qui est parti à la retraite ou qui a bénéficié d'une mobilité professionnelle, intra-collectivité, intercollectivité, un détachement, enfin voilà. Là, mais bon, en tout cas, bravo à Maury et le conseil général de réussir ça. Ce qui est intéressant dans cette présentation, et ça montre, parce que peut-être que des gens ne se rendent pas compte, mais ils parlent d'un CMS, donc c'est un comité spécifique qui statue. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est une collectivité. Alors certes, c'est un conseil général, c'est une structure particulière, qui a des moyens peut-être différents en la matière que des collectivités autres, d'autres profils, mais en tout cas, ils se donnent les moyens de trouver des solutions. Il y a une réunion qui s'effectue régulièrement avec plusieurs acteurs de la santé, de la sécurité au travail qui sont là pour discuter et pour réfléchir ensemble et non de manière isolée à des solutions. Et ça fait partie aussi d'un point de vue organisationnel de points sur lesquels les collectivités, il faut qu'elles se positionnent. Hein. On est clairement là dans de la culture santé-sécurité au travail. Et je pense que oui, le reclassement professionnel, ça passera aussi, c'est pas par une cellule, par, entre guillemets, des réunions régulières des acteurs clés sur cette problématique dans les collectivités. Réaction d'Hélène sur la pré-imprégnation. Attention, la pré-imprégnation n'est pas non plus une méthode révolutionnaire. Elle évite les manipulations de seaux d'eau et des presses, mais la répétitivité des gestes lors de l'opération de lavage est identique. J'aurais une question sur l'alternance des tâches et la présence d'agents ayant des restrictions médicales. Comment concilier ces deux paramètres?
Souvent, la pénibilité est reportée sur les agents sans restriction et les rotations de postes se trouvent limitées. Alors, ah oui, voilà. Quand on parle de l'alternance des tâches ou d'essayer comment dire, de bien dispatcher la pénibilité sur un collectif plutôt que sur un individuel, dans l'immédiat, sur le principe, voilà ce qui peut être envisagé, pas ce qu'il faut faire, mais ce qui peut être envisagé. En revanche, c'est comme toute solution, toutes les solutions qu'on a pu aborder ou que les collectivités ont, c'est qu'on peut vite y trouver les limites. Et l'idée, bien évidemment, c'est pas de tomber dans l'aspect inverse, c'est-à-dire qu'en effet, et c'est vrai que dans les collectivités, il y a souvent cette tendance qui est, comme dans nos services, on a des gens qui sont des agents pardon, qui sont déjà fragilisés. On va répercuter les situations de travail les plus pénibles sur ceux qui sont les plus aptes, ou en tout cas les moins fragilisés d'un point de vue santé. Erreur, erreur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toujours est-il qu'on épargne un petit peu, ou davantage en tout cas, les agents qui sont déjà fragilisés. L'idée, c'est de ne pas fragiliser ceux qui sont en bonne santé. Donc ça, c'est limite. C'est la raison pour laquelle aussi, à un moment donné, sur certains métiers, quand c'est possible, si cette piste-là n'est plus tenable, n'est plus cohérente, ça veut dire qu'il faut se pencher vers d'autres types de pistes ou de réflexions, comme par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, l'assistance mécanique, au même titre que pour rebondir sur la personne qui disait « mais attention, si c'est une préimprégnation, on attend aussi ses limites ». Tout à fait. Mais de toute façon, la réflexion est très simple. Hein. C'est tant que la tâche s'effectue manuellement par la personne, qu'il soit plusieurs à le faire ou qu'il l'exécute de manière isolée, ça veut dire que c'est l'agent qui le fait. Donc logiquement, même s'il le fait moins longtemps ou moins souvent, sur une durée moins longue ou sur une fréquence moins élevée, que c'est fait sur un collectif, réalisé par un collectif, plutôt que sur... C'est toujours l'être humain qui l'effectue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de solution, organisationnelles, etc., vont atteindre leurs limites. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter, entre guillemets bien évidemment, uniquement de ce type de solution. Et le système à imprégnation, qui a quand même des avantages certains par rapport aussi aux dispositifs techniques de nettoyage traditionnels, il a ses limites, bien évidemment, mais il va solliciter les membres supérieurs de nos agents. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, au lieu que vos agents se retrouvent en difficulté au bout de 5-10 ans, peut-être qu'ils seront en difficulté qu'au bout de 15-20 ans. Donc on pourrait presque dire c'est un système qui ralentit l'usure professionnelle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recule pour mieux sauter. Et est-ce qu'il ne faut pas, du coup, compléter ce type de système par, comme je vous le disais précédemment, une assistance mécanique qui diviserait par deux la quantité ou la charge de travail liée à de l'activité manuelle, puisque là, ce serait un dispositif technique qui le réaliserait. Réaction de Montaigne, n'avons-nous pas une obligation de résultat concernant le reclassement? Alors, je suis ergonome, je ne suis pas juriste, mais pour échanger régulièrement avec d'autres confrères, le reclassement professionnel, ce n'est pas une obligation de résultat. À la différence de la santé et de la sécurité, c'est une obligation de moyens. Alors, ça ne veut pas dire que du coup, il n'y a rien à faire, parce qu'au contraire, sans rentrer dans le scénario où un agent pourrait se retourner contre sa collectivité parce qu'il n'a pas eu de reclassement professionnel, etc., l'obligation de moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collectivité doit tout mettre en œuvre et doit être en capacité de démontrer qu'elle a tout mis en œuvre pour proposer un reclassement professionnel à un agent qui en a fait la demande par écrit. Donc, non, ce n'est pas une obligation de résultat, par contre, il y a une obligation de moyens. Et on va dire que si on met tous les moyens en œuvre pour réussir à faire du reclassement, pour certaines collectivités, je pense que ça se traduira par un résultat. Pour certaines, non, puisqu'elles sont arrivées au bout de leurs possibilités, ou elles y arrivent tout doucement, ça se complexifie de trouver des solutions de reclassement. En revanche, pour celles qui n'avaient rien mis en œuvre jusqu'à présent, ou qui n'avaient pas pris conscience de la problématique et de son ampleur, ces collectivités, si elles jouent le jeu et qu'elles se donnent les moyens d'essayer de trouver une solution pour leurs agents, je pense que pour ces collectivités, il y a encore possibilité d'avoir un résultat bénéfique. Mais ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens.
Ok. Autre réaction de Montaigne qui, je pense, intéressera nombreux participants. Le reclassement ne doit pas conduire à faire exploser la masse salariale en créant des postes, d'autant que les collectivités sont dans des logiques d'économie. Mais ça peut faire un petit peu mal à certaines collectivités de l'entendre, mais ce que dit cette personne, c'est très juste. C'est que par rapport au contexte budgétaire actuel et aux réformes à venir, aux dotations de l'État qui sont moindres d'année en année, en effet, les collectivités, elles se positionnent pas, quelles qu'elles soient, dans enfin, normalement, elles n'ont pas à se positionner financièrement dans imaginer de l'augmentation de la masse salariale à long terme. Alors les stages d'immersion, l'idée c'est d'envisager d'accepter le surnombre, mais c'est sur du moyen ou du court terme. Mais l'idée c'est de ne pas en effet d'augmenter la masse salariale et créer des postes pour lesquels il n'y a pas en fait d'activité en face. Ça me fait penser à ce que j'ai dit rapidement, c'est qu'à un moment donné, par rapport à cette problématique du reclassement professionnel, si on prend cette variable financière, économique, qui joue un rôle important aujourd'hui dans les collectivités par rapport à cette problématique, ça veut dire que, par exemple, la piste qui est de faire comprendre aux agents et d'envisager une continuité de sa carrière suite à une demande de reclassement ailleurs que dans sa propre collectivité, et quand je dis ailleurs que dans sa propre collectivité, c'est certes dans une autre collectivité, mais voire peut-être dans une autre fonction publique, ou voire même dans le secteur privé, ça fait partie des pistes, même si ça peut gêner certaines personnes aujourd'hui dans la fonction publique territoriale, ça fait partie des pistes qui sont à envisager. Parce qu'en effet, on ne pourra pas se positionner dans du surnombre permanent au sein des collectivités. Ce sera pas viable pour une collectivité de toute façon. Ok. Une dernière question. Lorsque la collectivité a tout mis en œuvre en accompagnement pour reclasser l'agent et qu'elle ne trouve pas de solution, comment conclure la démarche de reclassement? Question d'Isabelle. Ce sera la dernière parce qu'il va être 12h30. Je suis désolé pour les autres. On va s'arrêter là. Alors quand tout est mis en œuvre, bon, alors, bon, je pense qu'il s'agit d'un cas concret d'une collectivité, donc tout est mis en œuvre. On peut s'appuyer aujourd'hui que sur ce qui a été écrit par Isabelle. On ne peut pas s'assurer que tout a bien été mis en œuvre. En revanche, si vraiment donc tout a été mis en œuvre et que la collectivité n'est pas en mesure de reclasser l'agent, mais après, il y a plusieurs choses qui peuvent, entre guillemets, être encore à faire. C'est que si on est sur une inaptitude totale et définitive à toute fonction, est-ce que c'est le cas ou non? C'est pour ça que c'est pas évident de discuter d'une situation, enfin, de ce cas-là, sans avoir tous les éléments. Mais si on est sur une inaptitude totale et définitive à toute fonction, ça veut dire que la collectivité se séparera de son agent qui sera mis en retraite pour invalidité auprès de la CNRACL, la Caisse des dépôts, ou alors ça peut se terminer par comment dire, un licenciement pour inaptitude physique. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ou alors je ne sais pas, puisque pareil, c'est pas abordé dans le texte de cette personne, c'est est-ce que tous ces droits à congé sont épuisés aussi. Voilà. Bon, pour répondre à cette question, il nous manque peut-être quelques éléments pour être carré sur une réponse complète et globale, mais en revanche, à un moment donné, quand tout a été mis en œuvre, pour faire simple, et qu'on n'y arrive pas, que la collectivité n'a pas de possibilité ou que l'agent n'a pas adhéré au projet de reclassement qui est proposé, d'une manière ou d'une autre, collectivité et agent se sépareront. Ok. Eh bien, merci Luc pour tous ces éléments de réponse. Merci à tous pour votre attention. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, pour près de 110, avec de nombreuses questions, d'où l'impossibilité de répondre à toutes. J'en suis désolé. J'espère que vous avez trouvé quand même satisfaction et de nombreuses réponses dans la prestation de Monsieur Maillard. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon appétit. Luc, encore merci beaucoup. Merci à vous.
Et puis à très bientôt pour une nouvelle webconférence. Comme je vous disais, donc jeudi soir on en a une sur la préparation du concours d'attaché par voie externe pour les épreuves écrites, si ça vous intéresse. Donc je vous ai envoyé le lien par la fenêtre de chat, mais vous pouvez le retrouver également sur le site de VK. Voilà, je vais en arrêter là. Vous avez un petit questionnaire de satisfaction à la fin du webinaire, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.